Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est togolais. Il est journaliste, il est patron de presse, il est directeur de publication du bimensuel Focus Info. Il est aussi connu comme l'ex-président du Conseil national des patrons de presse, le CONAP, au Togo, son pays natal. Jean-Paul Agboaho-Eleté, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir de vous accueillir dans cette émission. On ne sait plus très bien où en est la crise politique que traverse votre pays depuis août 2017. Dans la pure tradition togolaise, j'avais envie de démarrer cette émission en disant « Ahometode ». Ça veut dire, il faut qu'on explique à nos téléspectateurs comment va la famille, comment va le pays. La famille va bien, le pays un peu moins. Oui. Parce que comme vous l'avez dit depuis août 2017, le pays est entré dans une crise politique portée par l'opposition sur les questions de réforme. Oui. Réforme institutionnelle, réforme constitutionnelle. En fin d'année, il y a eu une initiative de la CEDEAO pour appeler les deux protagonistes, pouvoir comme opposition, à un dialogue qui a beaucoup traîné. Oui. Mais finalement, disons qu'en juillet dernier, le sommet des chefs d'État a sorti une feuille de route qui devait s'imposer aux acteurs politiques et amener au fur des semaines le pays à sortir de la crise. Malheureusement, malgré cette feuille de route, la crise persiste et à ce jour, on n'est pas définitivement sorti de cette situation. La preuve, c'est que vous arrivez à Paris, ici à Télésud, dans cette émission, à un moment où la coalition de l'opposition, la coalition des 14 partis d'opposition qui contestent donc le pouvoir de Faure Gnassingbé, demande de repartir dans les rues, lance des mots d'ordre de retour dans les rues pour contester ce qu'elle appelle le passage en force, l'initiative du pouvoir qui veut absolument organiser les législatives le 20 décembre prochain. Est-ce que c'est un mauvais signe? En tout cas, ce n'est pas très rassurant, oui. Notamment pour le climat politique, oui. Pour les populations togolaises, d'autant plus qu'on est à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Oui. Mais il ne faut pas être surpris de cette situation, puisque depuis plusieurs mois déjà, la coalition a été en marge du processus électoral pour un tas de raisons qu'elle a évoquées et qui ne sont pas, selon moi, toutes fondées, oui. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que les élections législatives qui sont prévues le 20 décembre oui. Prochain s'inscrivent dans un calendrier républicain. Les députés togolais étaient élus en 2013, oui. Leur mandat finissait en août dernier, oui. Donc il était prévu des élections. La crise qui est née en 2017 est venue se greffer sur ce calendrier-là, mais c'est un calendrier qui préexistait à la crise. Donc, dès le début de la crise, la coalition a expliqué qu'elle n'était pas intéressée par la question de l'élection législative, qu'elle voulait plutôt d'abord la démission du chef de l'État qui s'est transformée peu à peu en des revendications sur les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Même au début du processus de dialogue qui a été ouvert sous la facilitation des présidents ghanéens et guinéens, la coalition ne voulait pas qu'on débatte de la question électorale. Parce que ce qui était important pour elle, c'était, encore une fois, c'était les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Donc, disons qu'elle a été un peu prise de court par rapport au calendrier. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que la date du 20 décembre, c'est une date qui a été donnée par la feuille de route, par le sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Lomé le 31 juillet. Donnée ou validée par la CEDEAO, parce que c'est la CENI qui avait proposé cette date, non? Non, la CENI n'avait pas proposé de date. C'est la CEDEAO qui a indiqué le 20 décembre comme une date, la date à laquelle devaient se tenir les élections. Alors, la question, effectivement, était de savoir si c'est une date
facultative, impérative, qui s'imposait à tous les acteurs. Et à chaque fois, la facilitation, les deux chefs d'État qui servent de facilitateurs dans la crise ont rappelé que ce n'était pas une date indicative, mais plutôt une date impérative. Jean-Paul Agbo, le 21 novembre dernier, vous savez que de temps en temps, on s'informe sur votre pays. Je lisais un éditorial signé de votre main qui s'appelait « La C14, cette opposition capricieuse ». Et quand j'ai fini de lire votre édito, je me suis dit, tiens, à quel moment Jean-Paul Agbo, que l'on disait proche de l'opposition, a basculé du côté du RPT UNIR désormais? À quel moment il a été récupéré par le pouvoir en place? Non, on peut pas, sur la base d'un édito, tirer ce type de conclusion. Non, l'édito est motivé, est fondé sur un certain nombre de faits. Et les faits sont têtus. Comme on le rappelle dans notre métier, les faits sont têtus dans la mesure où, depuis le début de la crise et depuis le début du processus électoral, la C14, à chaque étape de la crise ou du processus, pose une revendication, et lorsque cette revendication est satisfaite, en pose une autre. Laquelle, par exemple, a déjà été satisfaite? Par exemple, la recomposition de la CENI. C'est quelque chose qui... Mais vous savez que les membres de la C14 n'ont jamais prêté serment, comme on essayait de nous faire croire qu'ils allaient mais c'est exactement de ça que je parle. C'est-à-dire qu'ils ont posé une revendication pour recomposer la CENI, et cette revendication a été satisfaite. Mais une fois satisfaite, ils ont refusé d'aller prêter serment. Oui, parce que les conditions n'étaient pas réunies. J'ai reçu Nathaniel Olympio ici sur ce plateau, l'un des membres, le président du Parti des Togolais, qui fait partie donc de cette coalition, la C14, qui m'expliquait que les conditions n'étaient pas réunies pour que les membres désignés par l'opposition, qui devaient siéger au sein de la Commission électorale nationale indépendante, puissent aller siéger, parce qu'encore une fois, le pouvoir a fait les choses à sa sauce. J'espère qu'il vous a développé les raisons, les conditions qui n'étaient pas réunies et qui empêchaient la C14 de siéger au sein de cette CENI. Ce qu'il faut dire de façon très claire, c'est que le fonctionnement, l'organisation de la CENI sont définis par le code électoral togolais que tout le monde connaît. Et au surplus, le sommet des chefs d'État de la CEDEAO, le 31 juillet dernier, a introduit un certain nombre de souplesses pour que, justement, ce processus électoral se déroule de façon, on va dire, transparente, équitable et inclusive. C'est pour cela, d'ailleurs, que le sommet a dépêché auprès de la CENI, dans laquelle devaient siéger d'ailleurs les représentants de la C14, mais finalement ils s'y sont refusés, à dépêcher des experts électoraux, d'abord pour, à la fin du processus de recensement, auditer le fichier comme gage de transparence. Ils ont dépêché 12 experts électoraux pour accompagner le processus électoral. Pendant tout le processus électoral, et le sommet des chefs d'État de la CEDEAO a précisé que toutes ces mesures sont destinées à garantir un processus électoral transparent. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2006, l'accord politique global, la CENI est composée de façon paritaire. Donc, globalement, je ne vais pas entrer dans tous les détails, il y a 17 membres de la CENI, 8 qui représentent l'opposition et 8 qui représentent le pouvoir. Sur le papier, c'est ce qui est dit, mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se voit. Non. Ce n'est pas uniquement sur le papier, que ce soit les élections de 2007, et législatives, l'élection de 2010, l'élection de 2015, la CENI a toujours été composée de façon paritaire. Vous pouvez aller vérifier ça partout. Et ce qui s'est passé ce coup-ci, c'est qu'en 2017, lorsque la CENI devait être recomposée dans le cadre du processus électoral devant conduire aux élections législatives, la C14 était dans la rue, dans une démarche, vous l'avez suivi comme beaucoup de gens, dans une démarche insurrectionnelle. Donc, ils n'ont pas voulu s'associer au processus. De fait, la CENI a été composée sans eux. Et les chefs d'État de la CEDEAO, dans un souci d'apaisement, dans un souci de rendre le caractère équitable au processus, a demandé que
cette CENI, déjà composée en 2017 avec d'autres partis, puisque les partis membres de la C14 ne voulaient pas s'y associer, que ces partis se retirent au profit de la C14. Ce qui fut fait. Ce que vous êtes en train de m'expliquer finalement, c'est que la C14, en réalité, est beaucoup plus animée d'un esprit de destruction. Alors, elle ne veut pas dialoguer, elle trouve toujours des tentatives, je reprends vos mots, hein, elle trouve toujours des explications pour ne jamais aller au dialogue. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, je n'ai pas dit qu'ils sont dans un processus de destruction. On est sur le terrain politique, chacun prend ses positions, prend des postures selon ses objectifs. Donc, c'est quoi les objectifs de la C14 Je les vois manifester, je les vois revendiquer des choses qui sont des aspirations légitimes du peuple togolais. On est sur le terrain. On ne peut pas les blâmer de vouloir un fichier électoral non corrompu, par exemple. Personne ne les blâme, mais en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, on peut tout au moins constater que de revendication en revendication, vous vous rappelez très bien, en août 2017, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'une revendication à la démission du président de la République. On était Ils n'ont toujours pas abandonné, vous le savez ça, non? Donc, vous conviendrez avec moi que lorsqu'on est en train de demander la démission de quelqu'un, on est dans la rue, dans une démarche insurrectionnelle, c'est incompatible avec un processus électoral. Ou on est dans un processus électoral, et dans ce cas, c'est les urnes qui parlent, c'est donc le peuple souverain, vous en avez fait référence, qui parle à travers les urnes, à travers les bulletins de vote, ou alors on est dans une démarche insurrectionnelle pour faire démissionner un président dont le mandat court jusqu'en 2020. Et là, ce n'est pas par les urnes, c'est par la rue. En fait, ce que vous leur reprochez, ils ont le droit ou pas? En fait, je leur reproche rien. Ils ont le droit de manifester, oui ou non? Bien sûr, le Togo... Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt le pouvoir en place qui est provocateur? Parce que qu'est-ce qui est le plus urgent? On pourrait proroger d'un an le mandat, par exemple, des députés togolais. Ça s'est fait un peu partout sur le continent. Même en Guinée-Bissau, pour l'instant, ils sont en plein problème et ils ont dû proroger en attendant les législatives. Si nous sommes confrontés à un problème de fichier électoral, je vous donne quelques exemples pour que vous, qui êtes à l'intérieur du pays, vous m'expliquez, vous éclairez nos lanternes. C'est que l'opposition dit le fichier électoral que nous avons est corrompu. Le processus électoral n'est pas suffisamment fiable pour que nous puissions aller aux élections. Il y a des points qui ont été définis d'abord dans la feuille de route de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des chefs d'État, et qui ne sont pas d'abord satisfaits, et on veut nous forcer, comme pour aller à l'abattoir, pour aller participer à une élection. Nous n'irons pas. C'est ce que dit l'opposition. Est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison? Moi, je suis tout simplement obligé de constater, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, il ne s'agit pas de dire qu'ils ont tort ou ils ont raison. Mais lorsqu'on est dans une démarche politique, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait un objectif. Et à la fin du processus, il faut faire un bilan par rapport à toutes ces actions, à toutes les positions qui ont été prises. Et de voir si, en termes de bilan, il est positif ou pas. Lorsqu'on évoque la question du fichier électoral qui ne serait pas fiable, moi je veux bien, moi je ne suis pas à la CENI, je ne suis pas un expert en fichier électoral, mais je constate tout simplement qu'il y a un recensement, c'est-à-dire le fichier a été recomposé à partir d'un recensement. Ce n'est pas un fichier qui a été travaillé de nouveau, c'est un fichier qui a été composé à partir d'un recensement. Vous savez qu'il y a beaucoup de vos compatriotes qui ne sont pas allés s'inscrire sur la liste électorale. Non, il me semble que lorsqu'on s'inscrit sur une liste électorale, toute la population, les 100% des personnes en âge de s'inscrire ne le font pas. Mais je vous fais constater qu'il y a 3 millions de Togolais qui se sont... Sur quoi? 7 900 000 habitants ou 8 millions. Il n'y a que 3 millions sur la liste électorale, alors que votre pays a une base démographique très très jeune. Non, je vous rappelle que la population du Togo, c'est 7 millions d'habitants. Donc les 7 millions d'habitants n'ont pas l'âge de voter. Tous les 7 millions n'ont pas l'âge de voter. Je vous rappelle aussi qu'en 2007, les élections législatives
qui sont intervenus juste après l'accord politique global et qui est considéré comme l'une des références des élections au Togo parce que elles ont été organisées suite à un accord politique. Le corps électoral était de 3 400 000. Donc, on ne peut pas dire que les Togolais ne sont pas allés s'inscrire sur la liste. Je conviens que ça ne veut pas dire que les 3 millions vont participer au vote, mais on ne peut pas remettre en compte le niveau de recensement. Je vous rappelle que dans d'autres pays, notamment on a voté au Mali la dernière fois, le nombre d'inscrits, le nombre finalement de suffrages exprimés sont en deçà de 50%. Des présidents maliens, nigériens ont été élus avec moins de 30-40% de suffrages. Donc ce n'est pas un indicateur. Ce que je voulais faire constater en fait, c'est que soit on peut dire que le fichier, mais comment ils peuvent le dire puisqu'ils refusent de siéger au sein de l'institution qui est chargée justement de regarder le fichier et d'organiser les élections. Donc, pour ma part, ça fait partie de ce que je considérais comme caprice dans mon éditorial. Pour ma part, il eût été plus pertinent que les représentants de la C14 siègent au sein de l'institution, qu'ils regardent le fichier et qu'ils nous disent nous siégeons à la CENI. Nous avons regardé le fichier. Nous avons travaillé le fichier. Ils n'ont pas besoin de ça. Vous savez comment ça se passe. On a des gens à l'intérieur qui peuvent vous donner des informations, vous faire fuiter des informations, non? C'est moins crédible. C'est moins crédible. En fait, ce que vous leur demandez, c'est de siéger au sein de cette commission pour cautionner un passage en force du pouvoir. Non. Ça, c'est des mots. Passage en force et tout ça. Je vous rappelle que depuis le début du processus électoral, que ce soit les élections de 2007, 2013, 2015, ils ont toujours siégé. Cela ne les a pas empêchés, tout en siégeant, de dénoncer ce qu'ils considéraient comme des irrégularités. On peut siéger dans une institution et considérer que le travail qui est fait est mal fait, que le travail est irrégulier. Ça ne veut pas dire qu'on s'associe au passage en force du pouvoir, puisque la CENI... Vous savez que quand on travaille dans une administration, quand on travaille... la CENI, c'est une commission indépendante. Oui, même quelles que soient vos responsabilités, vous avez des droits de réserve aussi, pour ne pas créer des troubles dans un État. Non, du tout, puisque à la CENI, vous pouvez... Puisque c'est votre rôle. C'est-à-dire que vous êtes acteur à la CENI. Le fichier électoral, la fiabilité de l'État relève de votre responsabilité, vous incombe. Quand la CENI vient nous dire qu'elle a expurgé donc, de la liste électorale 30 000 voix à peu près de personnes qui à cause d'un bug informatique, ont été inscrits plusieurs fois sur la liste, enlever 3 000 personnes qui n'étaient pas en âge, 33 000 personnes qui n'étaient pas en âge de se retrouver, vous trouvez ça fiable sur une liste de 3 millions de personnes? J'en sais rien. J'en sais rien. Encore une fois, moi, je ne suis pas expert en la matière. Il appartient, encore une fois, aux experts que la CEDEAO a dépêchés d'auditer ce fichier, de nous dire s'il est fiable ou pas. Et encore une fois, moi, j'aurais aimé que des experts de la C14 ou les représentants de la C14 siègent au sein de cette institution et nous disent, parce que c'est facile de rester en dehors et de critiquer, et de dire ce qu'ils font n'est pas bien, alors que vous aurez pu, puisque vous en avez les prérogatives, siéger aussi et relever les insuffisances. Je fais remarquer aussi que dans pratiquement tous les pays en Afrique, dès qu'il y a, même chez vous au Bénin, dès qu'il y a élection, il y a systématiquement contestation du fichier électoral. Au Sénégal, le débat il faudra trouver une solution à cette crise permanente. Où il n'y a pas d'acte de naissance, où tout le monde ne dispose pas d'une carte nationale d'identité, il est très difficile de faire un fichier totalement fiable. Jean-Paul Agbo, on va conclure notre entretien. On a largement dépassé le temps qui nous était imparti, mais j'aimerais juste vous poser une dernière question. On voit bien que ni le pouvoir en place, ni l'opposition ne sont véritablement, on va dire, prêts à aller s'asseoir et trouver une solution pour le bien-être d'ailleurs du peuple togolais. D'où peut venir la solution aujourd'hui? Ce sera ma dernière question, on conclut là-dessus. La solution ne viendra que des deux protagonistes, peut-être avec davantage de pression des populations qui sont effectivement, comme vous l'avez relevé, les premières à souffrir de cette situation
qui, de mon point de vue, a beaucoup trop duré. Merci beaucoup. Jean-Paul Agboarouelete, merci infiniment. Journaliste, donc je rappelle, vous êtes patron de presse puisque vous êtes directeur de publication du bimensuel Focus Info. Je rappelle accessoirement que vous avez dirigé pendant 2 mandats, me disiez-vous, donc le Conseil national des patrons de presse, le CONAP. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.